Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez entendre des propos choquants. Vous allez rencontrer des parents et des autorités démunis devant un phénomène que l'on croyait être une légende urbaine. De très jeunes filles, dès 13 ans, qui se prostituent de leur plein gré pour se payer quelques petits extras de luxe. Bien sûr, le reportage a été tourné en France, mais la Suisse, elle aussi, a déjà connu des cas de prostitution juvénile. Rappelons que chez nous, la prostitution n'est autorisée qu'à partir de 18 ans. Mais les jeunes filles dont vous allez entendre le récit sont toutes consentantes. Pas de proxénètes, pas de réseau violent, non. Ces filles que nous avons appelées par discrétion Léa, Océane et Inès ont choisi un beau jour de quitter leurs parents pour faire des passes à 300 €. L'explication de ce phénomène qui toucherait jusqu'à 8000 adolescentes en France, l'argent bien sûr, le matérialisme forcené d'une génération bombardée d'appels à la consommation, mais aussi, vous allez l'entendre, des fractures de vie, des relations toxiques, le manque d'affection même parfois. Regardez. C'est l'histoire d'une jeunesse, d'une métamorphose secrète. À l'âge où tout change, certaines ados s'aventurent dans le plus vieux des interdits sexuels. Je me suis rendu compte, donc à partir de la 4e, que ma fille commençait à changer parce que je commençais à trouver dans ses affaires, au milieu de ses cahiers, du maquillage, de la lingerie. J'ai même trouvé des escarpins de très mauvais goût. Donc ça m'avait mis la puce à l'oreille. Certaines de ces femmes enfants n'ont que 13 ans. Elles jouent avec leur pouvoir de séduction et marchandent leur corps avec les hommes. Dans des établissements scolaires dans lesquels les parents, quand ils scolarisent leurs enfants, n'imagineraient pas une seconde qu'il puisse se passer des choses pareilles, c'est là qu'on trouve effectivement des fellations en échange de 20 €, de 25 €, de 30 €, et ça touche tous les milieux. Sexe contre argent, cela s'appelle de la prostitution. Même si au commencement, ces ados ne mettent pas les mots, ne voient pas la spirale. C'était une ancienne amie qui m'a beaucoup influencée. Je l'ai connue, j'avais 13 ans. Elle me disait, oui, tu vas voir, on serait H24 ensemble, on serait comme des sœurs, on se partagera tout ça. Et puis, tu vas avoir la belle vie, tu vas te faire de l'argent. Inconcevable pour les parents. Comme avec une addiction, leurs enfants leur échappent. T'as préparé ce que tu dois dire au juge ou pas? Tu vas dire que t'as fermé la parenthèse? Tu dis je m'excuse? Laisse-moi, arrête de me parler. Les conflits sont inévitables et les fugues fréquentes. Avec parfois pour seul signe de vie des annonces dénudées sur Internet. Donc celle-là, c'est formellement ma fille. Je suis un peu écœuré de voir toutes ces filles, dont je sais, pour une bonne part, elles sont mineures. Pas simple d'agir. On est aux limites de l'éducation et de la loi. Les familles sont dépassées et la police ne peut pas tout. Nous sommes confrontés à des jeunes filles qui nous expliquent qu'elles font ce qu'elles veulent, qu'on n'a pas à se mêler de leur vie sexuelle, que la majorité sexuelle en France est à 15 ans et que ce qu'elles font dans leur vie privée ne nous regarde pas. On ne peut pas empêcher légalement une jeune fille de faire des rencontres. On va la mettre en prison. Les institutions ne suivent pas. Les adultes ne comprennent pas. Et c'est peut-être la société tout entière qui est coupable, avec ses messages implicites. C'est vrai quand même que le bain dans lequel on les place, c'est quand même le cul, le sexe, le fric, la thune, comme ils disent. Ce sont les valeurs de leur monde. Comment stopper ce commerce des corps? Comment trouver les mots? Comment aider ces ados? Comment empêcher que tout puisse se vendre, même la jeunesse?
Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10, ça dépendait des jours. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Je me rendais pas compte. C'est une banlieue de pavillons, autour de Paris. Un décor ordinaire pour une histoire qui ne l'est pas. Ariane et Gérard n'ont pas vu leur fille depuis 8 mois. Océane, 15 ans, se prostitue. C'est la seule chose dont il soit sûr. Elle a laissé derrière elle les dernières pages de son journal intime. Ne perdez pas l'image de votre fille quand elle était petite, heureuse et souriante. Que je fasse un choix. Ça me fait du mal de devoir dire ça, mais il y a un moment où il a fallu que je fasse un choix entre une vie normale et ma vie. Je repars, mais cette fois, vous ne me verrez pas avant 2-3 mois, mais je donnerai des nouvelles, par lettre ou appel, pour que vous sachiez que je suis toujours en vie. Je t'aimerai toujours. Ne m'oublie pas. Jamais, papa. J'étais complètement à 1000 lieues d'imaginer. Et même, on me l'aurait expliqué, j'aurais pas compris. Donc, voici la chambre de ma fille. Où elle a vécu dès qu'elle était petite. Elle était très axée sur les peluches, donc elle en a pas mal. Voilà, un peu comme dans les chambres d'ados, de tous les ados, des bouquins, une petite chaîne où elle écoutait Fun Radio. L'année scolaire de la 6e, elle a changé dans ce sens qu'elle m'a un peu lâché la main. Et je m'en veux beaucoup parce que j'ai pas réalisé qu'en fait, c'était l'entrée dans l'adolescence et que c'était une zone justement où il fallait redoubler d'attention. Elle se savait mignonne, je pense, donc elle prenait des habits plus, pas provocants, mais un peu à la mode actuelle, donc elle était toujours plutôt bien habillée, elle s'occupait beaucoup de ses cheveux, elle avait une chevelure magnifique, donc moi ça ne m'a absolument pas alerté. Je me suis dit bon, c'est l'ado, elle est mignonne, elle doit jouer de ça. Elle nous a remonté plusieurs fois, oui il y a des rumeurs, on me traite, après on a su que on l'a traitée de pute, et toute l'année de 6e, il y a eu du harcèlement très fort. Donc, début de 4e, elle a été dans un internat. Et au début de l'internat, ça avait l'air d'aller très bien. Et puis, il y a eu un virage, effectivement, ça va être au mois d'octobre, où là, elle n'a plus voulu, elle n'a plus eu envie de retourner au collège. En fait, il semblerait qu'un des gars faisait des pressions sur elle pour qu'elle couche avec lui, et elle lui a envoyé une photo d'elle nue. Donc il avait la photo, il avait fait une capture d'écran sur Snapchat, et évidemment il l'avait fait circuler dans l'internat. Et là, ça a vraiment dérapé. La cour de récréation est un univers sans pitié. Les failles des ados prostitués partent souvent de là. Nathalie est assistante sociale en milieu scolaire. Elle travaille en région parisienne. Le rectorat l'a autorisée à s'exprimer, mais elle préfère rester anonyme pour garder la confiance des élèves. Certains se confient à elle, mais elle sait qu'elle ne sait pas tout. Alors, s'il fallait savoir tout ce qui se passe dans une cour de récré, il faudrait des micros, des drones maintenant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, mais
Via la présence des adultes, non, c'est impossible de savoir ce qui se passe dans une cour de récréation. Quand ça nous arrive, ce sont des rumeurs. Ce que j'entends beaucoup, moi, ce sont des jeunes qui s'approprient le portable des autres en disant voilà, moi je publie tout ce qu'il y a sur ton portable, si tu me fais pas ci ou ça. Oui, des fellations ou d'autres choses qui leur plaisent, effectivement, ça peut arriver. Au miroir des réseaux sociaux, les ados jouent gros, avec une notion des limites souvent floue. C'est vrai que des jeunes filles peuvent accepter des relations, certes consenties, mais qui n'est pas la recherche du plaisir ou de l'amour, mais bien un intérêt parce qu'elles se sentent intégrées dans un groupe, voire elles marchandent. Enfin, elles ont accès par là à des services ou à des biens. Une pipe contre un McDo, voilà, mon corps n'est pas très important, l'intimité de mon corps n'est pas très important. Alors si ça peut m'amener des choses intéressantes, pourquoi pas? Si on demande aux jeunes qui ont l'habitude de ces pratiques, elles n'ont aucune conscience de se prostituer. C'est souvent ça qui se passe. Entre commerce et contraintes, ces adolescentes naviguent dans des zones grises, loin du radar des adultes. Armelle Le Bigot-Macot dirige la seule association française dédiée à la prostitution des mineurs. Bonjour. Oui. Pour elle, il n'y a pas un, mais plusieurs schémas. Et souvent, les sentiments jouent un rôle dans le passage à l'acte. Ces gamines, la plupart du temps, un peu en manque d'affection, peuvent tomber amoureuses d'un garçon, où là, le gamin dit « si tu m'aimes, bah, tu couches avec mon pote, ou si tu m'aimes, tu couches avec un tel ou un tel, hein, et c'est pour moi que tu le fais. » Voilà. Il y a aussi les cas des gamines dont une copine dit « tu sais, moi je vais t'emmener, hein, tu vas voir, alors on va te prendre en photo, tu vas pouvoir te payer des trucs, et puis ça se passe bien, d'ailleurs moi je l'ai fait, alors je peux t'en parler. » Donc des petites recruteuses qui amènent leurs copines gentiment dans cette forme de prostitution, et ça commence toujours très bien. C'est exactement ce qui s'est passé avec Léa. Elle a aujourd'hui 15 ans. Et c'est une amitié toxique qui l'a emmenée trop loin. Comme beaucoup d'autres, son histoire commence bien. J'étais une petite fille joyeuse, pas timide, je m'entendais avec tout le monde, j'essayais de parler avec tous les gens. À l'école, j'étais beaucoup à l'écoute de la maîtresse ou du professeur. Et j'étais une très très bonne élève, j'avais des bonnes notes. C'est une ancienne amie, qui maintenant je la considère pas du tout comme une amie, qui m'avait beaucoup influencée. Je l'ai connue, j'avais 13 ans. On aimait bien me plaire, on se maquillait, on s'habillait de façon, je vais pas dire provocante, mais de façon à ce que ça tape l'œil. Elle disait, oui, tu vas voir, on serait H24 ensemble, on serait comme des sœurs, on se partagera tout ça, et puis tu vas avoir la belle vie, tu seras bien entourée, tu vas te faire de l'argent. Moi, j'ai été poussée par elle, poussée à fuguer pour la première fois. Donc, la première fugue, c'est, donc là, j'ai été victime d'un viol. Donc là, ça a été, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une grosse dépression, j'étais pas bien. Je mangeais pas, je dormais pas, je faisais tout le temps des cauchemars sur ça. Et ça m'a rendu la vie impossible, quoi. Après, je suis devenue une autre jeune fille. Je me reconnaissais même plus moi-même, en fait.
commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements, tout ça. Après, on s'est mis sur des annonces, on a mis nos numéros de téléphone. Après, les hommes, ils ont commencé à appeler. Donc, il y a un moment où on se déplaçait. Et après, on a commencé à prendre des chambres d'hôtel, on faisait nos passes à l'hôtel. Les clients, ils avaient, c'était soit des hommes mariés. En gros, c'était entre 20 et 50 ans, quoi. Maximum sur 60 ans. Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10, ça dépendait des jours. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. En gros, c'était mécanique, il passait, il faisait ce qu'il avait à faire, et après, j'avais l'argent et il repartait. C'était combien? C'était, je crois, nous deux, on faisait 100 € la demi-heure et 200 € l'heure. Ça fait beaucoup d'argent pour une ado. Ouais, mais je me rendais pas compte. Pour Océane, les chemins ont été plus détournés. Après l'épisode de sa photo dénudée, elle tombe en dépression, perd beaucoup de poids et fait une tentative de suicide. À l'hôpital, elle rencontre un garçon. Elle croit avoir trouvé un ami. Lui a repéré une proie. Il a une bande qui se met à tourner autour d'elle. Mi-juin, s'est présenté donc une quinzaine de gars de la cité, donc vus par les voisins. J'ai une conviction, et plus une conviction, une preuve que ma fille s'est fait violer, donc chez nous, ici, par plusieurs de ces gars-là. Elle m'a dit, maman, ils m'ont fait tourner. Maman, ils m'ont fait tourner. Voilà. Et là, moi, j'étais totalement sidérée, en fait. On aurait dû comprendre, mais on n'avait pas vu, on n'a pas compris. Et on l'a su à ce moment-là. Elle nous l'a dit. Alors, je peux le dire, c'est un peu profond, mais je vais essayer de le dire sans m'effondrer. Il y avait souvent des disputes où elle partait en furie. Il y avait plusieurs fois où donc ça s'est... Et à un moment, donc moi j'essayais de la calmer, de la tenir, et à un moment je l'ai prise par les cheveux, elle s'est agenouillée, et elle m'a dit « Papa, fais pas comme eux ». C'est pas une preuve. Quelque chose a été cassé. D'un coup, tout est possible. Océane vend ce corps devenu étranger. Océane se met à fuguer, puis disparaît pour de bon. Son père, Gérard, la cherche partout sur Internet. Il trouve des preuves de vie, mais c'est un crève-cœur. Ce sont les annonces de sa fille. Ça, c'est l'annonce où on est formel, hein, c'est bien elle avec un signe distinctif. Bon, là, elle se présente en sexy latina. Gérard a essayé d'appeler le numéro, mais sa fille l'a reconnu. Il a engagé un détective privé, mais elle change constamment d'hôtel. Si vous cherchez de vrais massages, j'adore les rencontres basées sur le spirituel, etc. Je vous attends très vite. Et puis, elle annonce 20 ans, et elle reçoit ça seulement, donc elle ne se déplace pas. J'y passe tous les matins, tous les soirs, je surveille, c'est pénible, je le fais de moins en moins parce que c'est extrêmement douloureux. Océane s'affiche sur l'un des principaux sites d'annonces français. Entre les maisons à vendre et les chiens à adopter, l'onglet Rencontres déroule des milliers de références. Souvent des prostituées, souvent très jeunes. Un vertige de visage et de chair. Quelque part dans cette foule, Océane. Rien de plus simple que de passer une annonce pour se vendre. Un clic suffit pour se déclarer majeur.
Pas de vérification d'identité sérieuse. Gérard, le papa d'Océane, a porté plainte contre le site pour complicité de prostitution infantile. Je suis un peu écœuré de voir toutes ces filles dont je sais pour une bonne part elles sont mineures et que derrière elles sont pas libres de leur mouvement. Si le patron de cette tôle qui est en Jersey est au courant, et je pense que s'il n'est pas au courant, c'est qu'il sait pas lire. Je comprends pas comment on peut gagner de l'argent de cette façon-là. J'ai plus de respect pour un tenancier de bordel que pour un mec comme ça qui gagne de l'argent à distance. Alors sûrement avec une armée d'avocats, mais en tout cas, j'ai aucun respect pour ce mec-là. Océane est une enfant des classes moyennes. Léa, elle, vient d'un milieu modeste. Mais les beaux quartiers aussi sont touchés. Une vérité qui fait scandale. La prostitution des mineurs, c'est forcément chez les autres. Traduisez, les pauvres ou les marginaux. Armel le bigot Mako connaît bien ces préjugés. Dans des établissements scolaires de renom, dans lesquels les parents, quand ils scolarisent leurs enfants, n'imagineraient pas une seconde qu'il puisse se passer des choses pareilles, c'est là qu'on trouve effectivement des fellations en échange de 20 €, de 25 €, de 30 €. Et ça se passe dans des établissements scolaires, oui, de renom, public comme privé. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue. Le cinéma s'est emparé de ces histoires vraies. Jeune et jolie, met en scène une lycéenne devenue escorte. Moi aussi, j'ai ton âge. Moi aussi, j'ai fait des bêtises. Toi aussi, t'as fait la pute. Vous avez l'intention de continuer? Je sais pas. Et vous avez quel âge, vraiment? 17 ans. Il est plus que temps de convaincre que, en effet, ce sujet-là nous concerne tous, nous concernera de plus en plus tous. Et je n'ai pas du tout envie de faire peur aux parents, j'ai pas du tout envie d'agresser les enfants. Je dis juste, oui, tout le monde peut être concerné. Combien d'ados prostitués en France? Entre 5 et 8 000, d'après Armel. Le phénomène existe, mais impossible d'en avoir une photographie nette. À l'école, Nathalie devine certaines choses, mais les ados elles-mêmes ne voient pas toujours ce qu'elles font. Elles ne font pas forcément le lien entre ce qui leur arrive, c'est-à-dire un décrochage scolaire, où elles se mettent à fumer du cannabis, ou à fumer tout court, ou à grossir, ou au contraire à ne plus du tout s'alimenter, et elles ne font pas forcément le lien avec ce type de pratique parce qu'elles les banalisent. À la maison, les parents non plus n'imaginent pas ce scénario pour leurs enfants. Pourtant, là aussi, il y a des signes. Valérie a d'abord cru à une crise d'adolescence. Sa fille de 14 ans devenait colérique, séchait les cours, changeait de look. Vêtements luxueux, sous-vêtements sexy. Elle a fini par comprendre. Elle sortait très tard, donc elle avait cet appel dans la soirée, elle se préparait et elle sortait, donc on l'attendait à la sortie. Et j'ai donc commencé à vouloir m'opposer à ses sorties, donc j'ai commencé à dormir devant sa chambre, j'ai changé le portail aussi, j'ai mis des picots pour éviter qu'elle puisse escalader, puisqu'on lui avait retiré les clés. Donc elle passait par le jardin du voisin, donc il fallait qu'elle sorte impérativement, il fallait qu'elle sorte. Et du coup, j'ai essayé de faire mon mieux pour l'empêcher de sortir. Et puis au bout d'un moment, je n'ai pas pu continuer. Je travaille le lendemain, il faut que je me lève. Rien de toute façon ne pouvait l'empêcher de sortir. C'est horrible pour une mère de se dire, voilà, ma fille va pas bien et je peux rien faire. Et
C'était horrible. C'était vraiment... Je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, je ne dormais plus. Je dormais plus, toujours éveillée avec le téléphone à côté. J'avais peur qu'on m'appelle et qu'on me dise que ma fille est hospitalisée ou pire, de savoir qu'elle est là, que ça se passe comme ça et que je ne peux rien faire. Voilà, ça c'est très très dur. Lorsque j'allais faire mes déclarations donc, pour fugue ou disparition inquiétante au commissariat, j'étais la plupart du temps confrontée à des gens qui me disaient écoutez, elle y va volontairement, voilà, elle y va volontairement, on ne peut rien faire. Ils prenaient donc la plainte pour disparition inquiétante, mais ils ne faisaient rien parce que pour eux, elle y allait volontairement. J'ai vu que rien ne bougeait, donc j'ai décidé de le faire moi-même, finalement, ce travail. J'ai dû mettre un mouchard dans le téléphone de ma fille, donc pour pouvoir la localiser et pouvoir recevoir ses messages et savoir ce qui se passait réellement. En fait, j'ai fait le travail de la police. Au commissariat, j'ai été reçue par un policier. Je lui ai montré donc des textos de ma fille qu'elle avait envoyés. Donc j'avais des preuves sur papier, etc. Il a regardé, il m'a dit écoutez, madame, votre fille, je suis désolée, mais c'est une pute, faut vous y faire. Hein. Donc là, je suis repartie en pleurant. Je veux dire, si la police ne peut pas m'aider, qu'est-ce que je peux faire moi, quoi? Alors j'ai tout imaginé. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte ma fille de là, puisque personne n'était en mesure de le faire. J'avais tellement de haine. Je me suis dit, je vais le faire moi, je vais aller les chercher, je vais tirer dans le tas, tout simplement. Autre maman, même solitude. Sonia aussi a tambouriné à la porte de la police. En vain. Elle a dû mener son enquête seule. Je me suis fait passer à plusieurs reprises pour un client. Plusieurs fois, je l'ai fait. Donc, j'ai pris le risque. J'envoie, genre, je suis intéressé par votre profil, est-ce que vous êtes disponible? Elle me répond tout de suite derrière, oui, je suis disponible à partir de 23h. Les tarifs sont, c'est, on dirait une liste. Une heure, c'est 200 €. Après, si vous voulez d'autres actes, anal, c'est 300 €. Voilà, donc si vous êtes d'accord, elle vous envoie l'adresse. Comme ça, vous vous déplacez directement à l'adresse où elle est. En fait, j'ai eu l'adresse par SMS et j'ai appelé le 17 et j'essayais de mentir pour dire qu'il y a une bagarre, il y avait de la drogue et il y avait des armes. Je ne dis pas que c'est de la prostitution pour que les policiers se déplacent en fait, dans cet appartement et ils font la perquisition. Ils sont partis à l'appartement et ils ont perquisitionné et ils ont trouvé effectivement ma fille. Donc si elle était attrapée, c'est, on va dire, un peu grâce à moi. Donc quand j'étais convoqué brigade des mineurs, donc voilà, j'ai appris qu'elle était attrapée dans un appartement douteux. Il y avait des mineurs avec elle. Il y avait des adultes. Donc voilà, j'ai appris officiellement que ma fille, elle était impliquée dans la prostitution. Sonia a dû mentir pour déplacer la police. Pourquoi une telle inertie? Réponse à la brigade de protection des mineurs de Paris, le service qui a fini par convoquer Sonia. Ici, on s'occupe surtout de pédophilie et de maltraitance. 80 enquêteurs, mis en lumière par le film Police. À l'écran, on les voit sidérés par le manque d'interdits de certains ados. Là, on en est là. Elles t'ont pris ton portable après, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de me le rendre. Elle me fait, si tu veux le récupérer, faut que tu suives mes copains. Je dis bon, ok. Ok quoi? Pour sucer les mecs, pour mon téléphone.
Voici le vrai patron de la BPM. Commissaire Vianney Dièvre. Pour lui, la police doit rester la police. Faire respecter la loi, mais pas la morale. Alors moi, je comprends parfaitement la colère des parents. Et il faut savoir d'une part que la prostitution n'est pas un délit, que le proxénétisme est un délit. Donc, c'est pas la prostituée qui est pour nous l'auteur d'une infraction, c'est le proxénète ou le client. Alors, les parents sont bien évidemment en attente que la police leur ramène leur enfant et que leur enfant ne refugue plus et ne se prostitue plus. Et ça, la police ne sait pas faire. Là, la police ne sait pas mettre un fonctionnaire derrière chaque gamine de 16 ans pour lui dire « Reste à la maison, ne te prostitue pas, sois une gentille fille, sois scolarisée, poursuis tes études sagement. » C'est très compliqué. On ne peut pas se substituer aux parents. Un discours brut, 100% flic. La brigade des mineurs ne cherche pas à plaire, mais à punir. Il lui faut des cibles, les proxénètes. Il est 6 h du matin dans un quartier populaire de région parisienne. Une intervention musclée se prépare. La brigade a identifié un homme qui aurait plusieurs mineurs sous sa coupe. Derrière la porte, les policiers cueillent le suspect. C'est un gamin d'à peine 20 ans. La fouille apporte quelques éléments. 500 € en petites coupures et les clés d'un appartement. Retour à la brigade. D'autres perquisitions ont eu lieu au même moment et d'autres membres de ce réseau présumé ont été arrêtés. Comme cette jeune femme blonde. Fille des beaux quartiers, elle aurait blanchi l'argent des passes. On est loin du grand banditisme et des macs à l'ancienne. Je suis arrivé il y a 4 ans et il y avait à peu près 10 dossiers de proxénétisme à la brigade. D'accord ? On en est à plus de 60. Enfin, je pense qu'on a quelque chose de phénoménal. On a quelque chose qui a une grande ampleur, de mon point de vue. C'est pour ça que moi j'appelle ça un phénomène. Après, on peut appeler ça une mode. J'ai pas l'impression que ça passera, contrairement aux modes. Ce sont des gamines et ça reste des gamines, donc elles sont fondamentalement instables. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une dispute ou quelque chose, une petite bisbille, et ben il y en a une ou deux qui vont partir, que ce soit avec les autres filles ou que ce soit avec les mecs qui les font travailler à l'instant T, et ben ah non tu me dis ça ou tu m'as fait ça, ça me plaît pas, elles s'en vont, au bout de 2 jours elles ont retrouvé une autre équipe et elles recommencent avec une autre équipe, c'est pour ça que les enquêtes sont particulièrement difficiles. On a eu un groupe qui a travaillé sur un phénomène comme ça et en un seul mois, la gamine elle avait changé 4 fois d'équipe. Elle a eu 4 équipes différentes, distinctes, en un seul mois. C'est peut-être d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le même dossier, ici, la nana qui était emmanchée avec des types à Lyon. Oui. Qui montait à Paris. Oui, en fait, voilà, il y a des imbrications de petites équipes comme ça, avec une fille qui navigue dans une équipe avec des types qui viennent de Lyon. Voilà. Alors elle se prostitue un peu à Lyon, puis à Paris, même chose Airbnb, quelques jours, un appart. Dans des hôtels. Et nous, on débarque après la guerre. Elles ne se considèrent pas comme victimes parce que c'est des adolescentes, elles ne voient pas ce qu'il y a de mal à faire ça, elles voient l'instant T et pas ce que ça peut les affecter dans leur avenir. Mais je pense que plus tard, quand elles vont grandir, on n'en a pas eu pour l'instant, on n'en a pas revu, mais c'est à ce moment-là qu'elles vont se considérer comme victimes. C'est surtout que les gamines, voilà, ça leur fait ni chaud ni froid et elles sont pas plus stressées ou plus embêtées de ce qu'elles ont fait pendant une semaine, un mois ou un an. Donc voilà, après les dossiers qui marqueraient, c'est le groupe qui a fait par exemple la prostitution nigériane, où là c'est des gamines qui sont extraites de leur pays et autres, où là il y a de la victime, enfin voilà. Après celle qu'on a... En fait, je crois que dans ces dossiers-là, on travaille beaucoup pour les parents. Parce que d'abord on se représente nous-mêmes, parents, avec possiblement un enfant qui part en vrille, qui fait des fugues et qui fait n'importe quoi. Et on voit la détresse des parents. Les parents, ils se sentent coupables et ce sont des victimes eux aussi. Sonia passe ses jours et ses nuits à attendre. Sa relation avec sa fille Inès ne tient plus qu'à un fil. Ouais, elle dort. On répond. La prostitution ne se fait pas la journée. Ouais, elle vit la nuit.
Vous savez où elle est, là? Non. La mère et la fille ont rendez-vous cet après-midi avec le juge pour enfants. On ne veut pas répondre, en fait. Inès arrive en retard et avec ses mystères. Pas facile de renouer sur commande. 10 jours que l'ado ne s'était plus montrée. Elle était en province. On va acheter des cigarettes. Elle est plus une femme que plus un enfant, ouais. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est que c'est trop tard. J'ai perdu l'autorité. J'ai plus d'autorité. Inès est suivie par des éducateurs et des psychologues. Un dispositif inefficace d'après Sonia. La maman voudrait que le juge y renonce. Elle voudrait reprendre tout son rôle. Check. Viens, fais-moi bisous. Bisous. Ouais. Dis maman, pardon. Dis. Dis, mais c'est bon, j'ai pas besoin de... Ouais, t'as vu, t'as un bon cœur, c'est ça. T'as préparé ce que tu dois dire au juge ou pas? Moi, j'ai déjà préparé. Tu arrives, tu dis bonjour. Je m'excuse auprès de mes parents. Tu vas dire que t'as fermé la parenthèse. Tu dis je m'excuse. Laisse-moi, arrête de me parler. Non. Qu'est-ce qu'il va te dire aussi? Qu'est-ce que... Ouais, c'est bon. Si pour s'en sortir, qu'est-ce que... C'est quoi la solution? Tu m'appelles si tu veux. Tu vas dire, toi, au juge? Rien. Mais il va te poser des questions. Oui, je répondrai. Tu répondras? Qu'est-ce que tu lui répondras? Pas d'arrêter. Je veux qu'elle récupère une vie normale d'un enfant à 16 ans, chez sa famille, scolarisé, respect des parents. Normale, une vie normale, pas extraordinaire, on est partout. Une vie normale, que je l'ai perdue depuis 1 an et demi. Je ne vis plus. Peut-être ça te dit rien, tu t'en fous. C'est un stress pour moi. Oui, oh putain. Pauvre chou. Oui. Inès est rebelle. Avec sa mère, comme avec les psys ou les éducateurs. Le juge va accepter de changer de méthode. L'ado sera placé pendant 6 mois dans un centre éducatif de jour. En attendant, Inès s'évanouit à nouveau dans la nature. Direction, peut-être, cette grande ville de province où sa mère pense qu'elle se prostitue. Ça me fait mal au cœur. Il y a tout l'avenir de ma fille qui est gâché. C'est pas sa faute. C'est une part, c'est moi, une part, c'est l'éducation nationale, une part, c'est la police. Elle, c'est une victime. Elle n'a pas eu ses droits. En tant qu'enfant, elle n'a pas eu. Ça me fait de la peine. Parce que 2 ans sans scolarité, imaginez. Quelle mentalité, quel citoyen qui va devenir à 20 ans. Moi, quand j'étais adolescente, je me rappelle toujours de mes 15 ans, 16 ans. C'est la plus belle période. On vit des petites histoires d'amour avec son petit copain. On va au cinéma. Mais là, ma fille, à 16 ans, elle n'a rien dans la tête. Elle pense qu'à l'argent. Cette jeunesse à vendre est-elle le négatif de notre époque? La conséquence fatale de la société d'aujourd'hui?
En tout cas, se prostituer est toujours aussi destructeur. Et pour les jeunes filles, ce qui avait commencé comme un jeu se referme sur elles. Un jour, Léa s'est réveillée et elle n'était plus libre. Passée aux mains d'un proxénète à peine plus âgé qu'elle, elle s'est mise à voir toujours plus d'hommes. Elle est devenue une professionnelle. On m'a proposé d'aller en Espagne à la Jonquera. C'est un endroit où la prostitution elle est légale là-bas. On est resté même pas une semaine là-bas. J'ai eu des clients aussi, même des hommes mariés, la même chose entre 20 et 60 ans. Au début, ça me faisait rien. Mais plus les jours ont passé, après j'avais un sentiment de dégoût. Quand je me touchais de ça, tout ça, je sais pas, j'étais dégoûtée par eux en fait. Léa est seule au monde. Rien ne la protège des clients, ni de son protecteur, qui agit comme un bourreau. Il m'a alcoolisée aussi, et j'ai été même droguée à mon insu. Et après, j'étais je voyais des étoiles. Là, il en profitait pour abuser de moi. Il me frappait et j'étais pas bien, j'étais pas moi-même. J'étais là, j'étais vraiment choquée, j'étais sous le choc. Le matin, quand je me réveillais, je me retrouvais avec des bleus partout. En fait, à chaque fois, j'avais plein de bleus sur les jambes, sur les bras. Des cocards, et à un moment, je me suis retrouvée avec un gros cocard sur l'œil droit. Et après, je me sentais sale, en fait. À toutes ces filles, à ces femmes enfants qui jouent avec les limites, le corps voudrait dire non, mais il est trop tard. Cela fait déjà 3 ans que la fille de Valérie se prostitue. Je me lève tout le matin avec ce même cauchemar qui cesse pas en fait. Je vois ma fille crever. Tous les jours, elle crève, chaque fois plus. C'est plus du tout la jolie fille qui était avant les faits. Elle s'est transformée. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a des cernes noires, elle est pâle. Elle rit pas. Je la vois jamais sourire, ma fille. Elle meurt, je crois. Heureusement, les scénarios ne sont pas toujours écrits d'avance. Léa, elle, a réussi à se sortir du piège. J'ai essayé de m'enfuir. J'ai réussi. Je suis rentrée chez moi. Après, je me suis posée, j'ai pris du recul sur ça. J'ai essayé d'oublier. Avec ma mère, elle était beaucoup présente. Elle m'a ramassé la petite cuillère. Les premiers jours, je pleurais beaucoup. Elle avait du mal, mais voilà. Les premiers jours, ça a été trop dur pour moi. Il leur aura fallu du courage, affronter le regard de l'autre, surmonter sa colère. Aujourd'hui, Léa et sa mère sont à nouveau réunies. Je pense que je me suis sortie pour de bon et que c'est derrière moi. Ça, c'est clair. Mon objectif numéro 1, c'est mes études. Les garçons, ça passe après. Tout ce monde-là qui est sale, qui est pervers, tout ça. Et voilà, je laisse, c'est aux oubliettes, quoi. Quand vous la regardez, vous voyez qui en face de vous? Ma fille, mon bébé, mon enfant. Mais après, je vois une femme, un petit bout de femme. Voilà ce que je vois. Il y a toujours la tentation. Il faut se battre contre la tentation.
Parce que moi, même aujourd'hui, il y a des moments où je peux être tentée et je me bats contre cette tentation-là. Donc il faut se battre et se dire, ben, tu mets l'image surtout de ta maman en face de tes yeux et après, voilà, tu dis le mal que je peux faire à ma mère, l'inquiétude qu'elle peut avoir et voilà, c'est tout. Comment Léa peut-elle être tentée d'y retourner? Quelle est l'addiction qui la fait vaciller? Addiction au risque, à l'argent ou à cette liberté trompeuse qu'on ressent dans la fuite? La semaine dernière, Océane est rentrée à la maison. C'est la fin d'une fugue de 8 mois. Une éternité pour ses parents. Océane s'est trouvée un amoureux et avec lui des raisons de reprendre une vie normale. Depuis, Ariane et Gérard sont dans une douce euphorie. Un petit peu bordélique la mise. Il y a des choses que je ne connais pas, effectivement. Je trie un petit peu. Elle est revenue, elle a rangé. Alors ça, je pense pas que ça soit elle. J'ai l'impression que c'est plus à son copain. Après, ce que je vois aussi, c'est qui me fait moins plaisir, mais enfin bon, il y a largement pire, c'est petite cigarette. Je viens de vider le cendrier. Ça me fait pas très plaisir, mais bon. C'est un moindre mal. Voilà, c'est pas de la coke, ni de l'héroïne, ni même du cannabis. Donc bon, voilà, je lui dis juste, essaye de pas trop fumer. Sur ce portant, nous avons aussi un petit bout de vie, on va dire. Il y a des habits que je lui ai achetés moi. Il y a des habits que je ne connais pas. Soit classiques, mais féminines, soit très sexy. Alors ça, c'est pas moi. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas qui lui a acheté ça. Je crains qu'elle l'ait utilisé comme tenue de travail. Alors, le retour de ma fille s'est passé, voilà, on s'est pris dans les bras, elle était très émue, nous aussi. Elle a pleuré, elle était bien en forme, bien en chair, plutôt souriante, maquillée joliment, mais sans excès, pas l'air fatiguée. Non, j'avais un peu l'impression que c'était ma fille d'avant. Le petit copain, là, il est beaucoup pour quelque chose. Oui, c'est vraiment, voilà, c'est un peu, je sais pas comment dire, un cliché, mais voilà, l'amour rédempteur. Oui, là, ça joue un rôle très fort. En tout cas, il est très amoureux d'elle et elle est très amoureuse de lui. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Elle a quand même un fond, certes, il y a des côtés dépressifs, sombres, autodestructeurs, mais il y a la force de vie prend le dessus. Et et notre fille, elle a cette force quand même très grande. Léa avait pris toutes les résolutions. Elle, qui avait connu l'enfer, avait juré à sa mère de vivre une vie de son âge. Elle n'aura tenu que 2 mois et demi. On a préparé la rentrée scolaire parce que le vendredi et le week-end, on a fait le cartable, on a acheté des vêtements neufs pour qu'elle soit un peu jolie, un peu coquette. Et elle était contente. Le lundi, l'école a téléphoné en disant « Oui, qu'est-ce qui se passe? Votre fille est absente. » Peut-être elle s'est mis la pression, peut-être. Elle avait peur, peut-être elle a fui. Je sais pas. On a trouvé sur Snapchat, on a trouvé une fille qui a contact avec ma fille. Et elle met des photos de elle pas bien, des photos compromettantes, des vidéos pas bien. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'elle refait ça. Donc là, elle est avec un garçon, elle est dans une chicha, en train de, on va dire, de rigoler.
Puis on la voit clairement, là, c'est elle. Donc voilà. Là aussi, vous voyez, clairement, avec il y a une publication qui est vraiment pas très cool, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Après, je sais pas si elle se rend compte au moins de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui lui manque? L'argent, le sexe, les amis? Je dirais plutôt la liberté. La liberté parce quand elle va dans ce chemin-là, elle a pas d'interdit. Peut-être qu'elle a eu peur de retourner dans la routine en disant bah oui, je vais à l'école, je rentre, je fais mes devoirs. Mais c'est la vie de toutes les adolescentes de 15 ans. Elles vont à l'école, elles rentrent. Il y a des moments où oui, je dis ça sérieusement, oui, je me casse la tête pour rien, je lâche l'affaire. Mais non, je lâche pas l'affaire. Je chercherai le temps et je la retrouverai. Et vous y croyez encore? Ouais, parce qu'on voit par les photos, malgré que c'est des photos compromettantes, qu'elle est là, elle est encore vivante. Donc c'est déjà un bon point. Je suis sûre qu'on peut en sortir, sinon, à vrai dire, je préfère alerter avant. Mais je suis convaincue qu'on ne peut pas en sortir tout seul. Ça, c'est clair qu'il faut un accompagnement énorme, et c'est pour ça que j'alerte. Essayons d'anticiper, évitons ça, parce que pour les sauver, ces mômes, il va falloir développer une énergie considérable derrière, et on n'est pas forcément sûr du résultat. On peut essayer de critiquer ou d'observer qu'il y a un dysfonctionnement chez les jeunes. C'est quand même pas très honnête. On peut s'interroger sur le dysfonctionnement de quelques familles en se disant « Oh ben non, moi ça me concerne pas, quand même pas chez nous ». Sauf que il faut aussi, pour être honnête, s'interroger sur l'ensemble de notre société. Nous avons besoin d'une culture qui valorise les jeunes adolescentes au niveau éducatif et au niveau des valeurs qu'on leur propose. Il faut qu'elles soient hyper valorisées par d'autres choses que leur cul, leur sein et leur sexe. Si j'avais un conseil à donner aux parents, si ça vous arrive, cherchez votre enfant, ne baissez pas les bras. Ne la jugez pas. Parlez avec elle quand vous la retrouvez. Et toujours se battre. Parce que ça sera un combat. La Suisse, je vous le disais en introduction, n'est pas à l'abri de ce phénomène qui reste très opaque. La population migrante est précaire et particulièrement vulnérable. Rappelons que la Suisse a remonté la limite légale pour la prostitution de 16 à 18 ans. Il n'y a que 5 ans. Face à cette opacité, si vous êtes parent et inquiet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous continuons nos recherches en Suisse sur ce thème douloureux. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.
La Suisse risque-t-elle un attentat terroriste? La réponse est oui, très clairement. Le niveau de la menace est élevé, même si les services secrets ne donnent pas d'échelle de valeur. Mais tous les signaux sont au rouge. 600 personnes sont susceptibles d'avoir des liens avec l'organisation État islamique. L'état de la radicalisation en Suisse est alarmant. 22 jeunes Helvètes sont déjà morts pour Daesh.